Dans les prochaines minutes, tu vas être confronté à un savoir interdit. Brutal, psychologiquement corrosif, et pourtant, étrangement libérateur. Ce n'est pas une leçon d'histoire. C'est une dissection, une autopsie de l'âme féminine, non pas dans le confort aseptisé d'un laboratoire, mais dans les ténèbres glacées du goulag soviétique. Là où la faim, la trahison et l'isolement ne sont pas des concepts abstraits, mais des lames acérées qui découpent les masques sociaux jusqu'à ne laisser que la chair nue de la vérité. Les hommes qui ont survécu à cette machine de mort ne sont pas revenus avec des récits héroïques. Ils sont revenus avec un secret, un schéma, une répétition glaçante de comportements féminins qui pulvérisent les contes de fées, les romances hollywoodiennes et les illusions modernes. Ce secret, c'est le secret de Solzhenitsyn. Et le comprendre, c'est s'armer mentalement, émotionnellement, philosophiquement, contre le goulag silencieux des relations modernes, ce goulag doux, invisible, mais tout aussi destructeur. Nombreux d'entre vous regardent nos vidéos mais ne sont pas abonnés. Je vous invite donc à vous abonner pour nous encourager à produire davantage de contenu. Pendant des siècles, les philosophes ont débattu de la nature de la femme, de l'amour et de la loyauté depuis le confort feutré de leur bibliothèque en bois de chêne ou les agoras baignées de soleil. Ils ont produit des théories élégantes, sublimes dans leur abstraction, mais totalement inutiles face à la brutalité nue de la vie et de la mort. Leur laboratoire, c'était l'esprit. Le nôtre, celui que nous allons pénétrer, fut construit par le NKVD. Ces cobayes, des millions d'hommes condamnés pour un mot, un regard, une plaisanterie. Arrachés à leur famille, jetés dans un broyeur de glace, de faim et de désespoir. Et la variable principale de cette expérience sociologique monstrueuse ? Les femmes qu'ils ont laissées derrière eux. Leurs épouses, leurs amantes, leurs mères, les gardiennes de leur mémoire, les ancres de leur vie passée. Ce que ces hommes ont découvert, à travers une douleur si profonde qu'elle défie le langage, c'est une taxonomie sombre de la psyché féminine sous pression. Ils ont cartographié les contours précis de l'amour conditionnel. Ils ont mis au jour des impératifs biologiques capables d'effacer une vie entière d'affection. En un seul instant, ce savoir fut payé en sang, en gelure, en âme brisée. C'est la pilule rouge ultime, forgée non pas dans les forums internet, mais dans le pergélisol de Colima. Alexandre Solzhenitsyn, grand chroniqueur de cette agonie, n'a pas seulement documenté la brutalité de l'État dans ses œuvres monumentales, l'archipel du Goulag et une journée d'Ivan Denisovitch. Il a enregistré, avec une précision glaciale, les lettres qui ne sont jamais arrivées. Les papiers de divorce qui, eux, sont bienvenus. Les murmures échangés sur des couchettes gelées, longtemps après l'extinction des feux. Il nous a donné les données. Notre tâche, les décrypter. Aller au-delà de l'horreur. Extraire les principes intemporels. Brutaux. Ce n'est pas de la misogynie. C'est de la reconnaissance de motifs à l'échelle historique. C'est comprendre les mécaniques du cœur humain pour ne plus jamais être pris au dépourvu. Le bénéfice de ce savoir ? Une liberté froide, lucide. La capacité de voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait qu'il soit. C'est la fin de la trahison naïve, et le début de la véritable force souveraine. Imagine un homme, appelons-le Yevgeny, jeune ingénieur brillant de Leningrad. Son crime ? Être trop talentueux, trop prometteur, une menace pour un petit fonctionnaire du parti. Un soir, le coup à la porte. L'arrestation. Son monde se réduit à la taille d'un fourgon noir. Son seul réconfort, l'image de sa femme, Anna. Son sourire, son salut depuis la fenêtre de leur appartement. Il est jugé, condamné à 10 ans de travaux forcés pour espionnage. Une accusation absurde, mortelle. Il est expédié, pendant des semaines, dans un wagon souillé d'excréments, vers un camp à Voruta, au nord du cercle polaire. Son existence devient une équation de calories. 500 grammes de pain s'il atteint la norme en bois ou en charbon. 300 s'il échoue. Les hommes meurent d'une écharde, d'une toux, ou simplement en s'allongeant dans la neige, décidant de ne pas se relever. Pendant un an, Yevgeny survit grâce à deux choses, le pain et l'espoir. L'espoir incarné par Anna. Il écrit dès qu'il le peut, sur des bouts de papier précieux. Il y verse son âme. Il parle du passé, du futur, de son amour inaltérable. Il lui assure qu'il est innocent, fort, qu'il reviendra. Il attend une réponse, un signe qu'il existe encore, quelque part, hors des barbelés. Les mois passent et rien. Son esprit, affaibli par la faim, commence à imaginer le pire. Peut-être est-elle morte, peut-être est-elle en prison. Cette angoisse est un poison plus puissant que le froid. Puis, après 14 mois, une lettre arrive. Ce n'est pas le paquet épais et chaleureux qu'il espérait. C'est mince, officiel. D'une main tremblante, gelée, il l'ouvre. Ce n'est pas Anna. La lettre ne vient pas d'Anna. Elle vient du tribunal soviétique de Leningrad. Un avis de divorce, initié par elle, fondé sur sa condamnation et son exil. Attaché à ce document officiel, un mot manuscrit, bref, cruel dans sa simplicité, « Yevgeny, pardonne-moi. C'est trop difficile, je dois penser à ma vie maintenant. Ne cherche plus à me contacter. Je me suis remarié. Anna, le choc n'est pas émotionnel. Il est physique, un coup de botte dans la poitrine.
L'air quitte ses poumons. Le monde, déjà gris, devient noir et blanc. Le dernier pilier de sa résistance s'effondre en poussière. Ce soir-là, il ne mange pas sa ration de pain. Il la donne. Il fixe le plafond du baraquement. Et la volonté de lutter, la volonté d'endurer l'insupportable, s'évapore. Il n'a pas été tué par une balle de garde, mais par quelques lignes d'encre sur une page. Son corps errera encore quelques mois, coquille vide, jusqu'à ce qu'une pneumonie mineure, que des hommes plus forts repoussent, l'emporte doucement. Cette histoire n'est pas unique. Solzhenitsyn en documente des milliers. Il écrit « L'épouse d'un prisonnier devait choisir immédiatement, renoncer à son mari ou se résigner à la ruine. » Et combien était capable d'un tel héroïsme? 1 sur 100, 1 sur 1000. C'est la première loi du secret de Solzhenitsyn. La probabilité d'abandon est inversement proportionnelle au coût social et matériel de la loyauté. L'amour n'est pas une ressource infinie, c'est une monnaie, et lorsque le taux d'échange s'effondre, la plupart des portefeuilles sont liquidés. Est-ce de la cruauté? De la faiblesse? Solzhenitsyn et les sociologues qui ont étudié ce phénomène pointent quelque chose de plus profond. Quelque chose de biologique, d'évolutionnaire. Les femmes sont les vecteurs de la vie. Leur impératif biologique premier, survivre et pourvoir à leur progéniture. Elles sont hyper-games par nature, programmées pour rechercher le meilleur protecteur, le meilleur pourvoyeur. La valeur d'un homme est liée à son statut social, ses ressources, sa capacité à projeter force et sécurité. En un instant, l'État a tout retiré à Yevgeny. Il n'était plus ingénieur brillant, plus pourvoyeur, plus protecteur. Il était un zèque, un condamné, un paria social, une impasse génétique. S'associer à lui, c'était inviter la ruine sur elle et ses enfants potentiels. Son amour, aussi sincère fût-il, était conditionné à son statut. Et quand ce statut fut annihilé, l'amour, pour la majorité, ne survécut pas. L'abandon n'était pas nécessairement malveillant. C'était souvent un acte brutal, pragmatique, de préservation évolutive. Elle ne le trahissait pas. Elle se sauvait. Comprendre ce calcul biologique froid, c'est le premier pas vers la neutralisation de la douleur de la trahison. Tu n'es pas trahi pour ce que tu es. Tu es écarté pour ce que tu es devenu, ou n'es plus, dans le marché de la survie. Mais l'histoire ne s'arrête pas au Yevgeny. Il y avait une autre race de femmes, rares, l'exception qui confirme la règle. Solzhenitsyn les appelait les épouses de zèques ou les épouses décembristes, en référence à ces nobles femmes qui suivirent leurs maris exilés en Sibérie après la révolte avortée de 1825. Ces femmes ont défié les probabilités. Elles n'ont pas seulement été loyales, elles ont combattu. Elles ont renoncé à leur confort, à leur carrière, à leur statut social. Elles ont déménagé dans des villes sordides, perdues près des camps, juste pour être plus proches. Elles ont passé des années dans des files interminables pour livrer des colis dérisoires. Quelques pommes de terre, un morceau de sucre, un bout de saucisson, parfois la différence entre la vie et la mort. Elles sont devenues expertes en bureaucratie, rédigeant des appels, harcelant les fonctionnaires, refusant de se taire. Leur loyauté n'était pas passive. C'était une campagne furieuse, active, de résistance. Considère l'histoire de Natalia Reshetovskaya, la première épouse de Solzhenitsyn. Leur relation fut une montagne russe émotionnelle, un microcosme de ses dynamiques. Après son arrestation en 1945, elle ne le quitte pas immédiatement. Étudiante brillante, l'avenir devant elle, sous une pression immense. Elle lui écrit, lui envoie ce qu'elle peut. Mais les années passent, l'espoir s'effrite. En 1949, elle cède aux pressions sociales et étatiques. Elle divorce. C'est un coup dévastateur pour Solzhenitsyn. Mais en 1953, lorsqu'il est libéré en exil interne, elle le recherche. Il se remarie en 1957. Sa loyauté, bien que vacillante, n'était pas éteinte. Leur divorce final, plus tard, naît d'un autre conflit. Celui entre l'homme revenu du goulag, prophète endurci, et la femme qui voulait retrouver le jeune mari qu'elle avait aimé. Son histoire révèle la complexité, la contradiction, la lutte intérieure même chez les exceptions. Qu'est-ce qui sépare une Natalia d'une Anna? Quelle alchimie de caractère crée une épouse décembriste? Solzhenitsyn suggère une combinaison rare, une force personnelle immense, une conception presque spirituelle de l'amour, au-delà des circonstances matérielles. Un esprit indépendant, souvent animé d'un fervent idéalisme. Ces femmes voyaient leur homme non pas comme un criminel ou un ennemi, mais comme ce qu'il était réellement. Leur hypergamie ne visait pas le statut social, mais une qualité intérieure, inaltérable, que même le goulag ne pouvait effacer. C'est la deuxième loi du secret de Solzhenitsyn. La loyauté inconditionnelle est une anomalie historique, attribuée à une infime fraction de femmes dotées de vertus présélectionnées, indépendance extrême et fortitude idéologique. Tu ne peux pas l'attendre. Tu ne peux que la reconnaître. Et, si tu as la chance de la rencontrer, la chérir avec une gratitude immense. Parier ta survie émotionnelle sur la rencontre d'une telle femme, c'est parier contre la maison dans un jeu où les chances sont historiquement catastrophiques. Mais ce n'est pas de l'histoire ancienne. Le goulag n'est qu'un prisme extrême pour observer une vérité qui opère chaque jour, dans chaque ville, dans chaque relation. Les mécanismes sont simplement plus doux, plus lents, plus insidieux. Un homme perd son emploi.
tombe en dépression, tombe malade, ou simplement échoue à maintenir son cadre, sa vision, sa force. Et alors commence le retrait lent de l'affection, la perte de respect, les regards condescendants, le fameux « je t'aime, mais je ne suis plus amoureuse ». Ce sont les équivalents modernes, civilisés, du papier de divorce d'Anna. La même logique biologique, jouée en ralenti, sans le décor dramatique de la neige sibérienne. Les barbelés ont été remplacés par les attentes sociales et les liens financiers. Mais la prison est réelle, et la trahison, quand elle arrive, est tout aussi absolue. Le secret de Solzhenitsyn te donne une grille de lecture. Il te permet de diagnostiquer ta relation, non avec espoir ou prière, mais avec l'œil froid d'un historien. Il retire la surprise, et en retirant la surprise, il retire une grande part de la douleur. La douleur est remplacée par le pouvoir de la prévoyance. Ce savoir est ta première couche d'armure. Mais ce n'est que le début, car pour les hommes des camps, la réaction à ces lettres déterminait s'ils vivaient ou mouraient. Yevgeny a donné son pain, et il est mort. Mais les survivants, ceux qui ont absorbé cette pilule noire, ceux qui ont transformé ce poison en carburant, ils se sont forgés en quelque chose d'inimaginablement dur. Quelque chose qui pouvait survivre à l'État lui-même. Comment ont-ils transformé cette trahison ultime en fondation d'une masculinité inébranlable ? Comment ont-ils transféré leur espoir des cœurs instables des femmes vers la forteresse inébranlable de leur propre mission ? C'est ce que nous allons explorer. La mentalité du survivant, la transformation psychologique du ZE accent aigu K en phénix. Et comment toi aussi, tu peux appliquer cette sagesse glaciale, ancestrale, pour bâtir une vie si puissante que la trahison ne sera plus qu'un murmure insignifiant dans le vent. L'homme qui ouvrit cette enveloppe officielle, fine et glaciale, et lut son propre faire-part, non pas dans un journal, mais dans l'écriture de sa femme, se tenait à la croisée la plus cruciale de sa vie. Le choc fut un séisme. Il pulvérisa les fondations de son monde. Dans le silence gelé des baraquements, entouré des fantômes d'hommes déjà brisés, il fut confronté à un choix. Un choix qui, dans son essence, condensait toute la philosophie humaine en une seule décision brutale. Il pouvait suivre le chemin de Yevgeny, laisser le froid qui avait envahi son cœur se répandre dans ses membres, se livrer au vide et permettre à son corps d'achever ce que la trahison avait commencé. Ou bien, il pouvait faire autre chose. Quelque chose de bien plus difficile, de bien plus contre nature, et, au final, de bien plus puissant. Il pouvait accepter l'inacceptable, avaler la pilule noire, non comme un poison, mais comme un tonique amer qui renforce. Il pouvait plonger son regard dans l'abîme de cette vérité ultime, que son existence, sa valeur, son droit même à l'amour, étaient désormais conditionnés par des facteurs hors de son contrôle. Et au lieu de pleurer, il pouvait hocher la tête, se dire « Alors c'est ainsi que le monde fonctionne. Je sais, ce moment d'acceptation n'était pas une défaite. C'était le premier pas dans la forge. » Les survivants du goulag, ceux qui franchirent les barbelés des années plus tard, le corps marqué, mais l'esprit intact, avaient tous traversé cette forge. Ils découvrirent une inversion terrifiante et libératrice. Ce qui avait été conçu pour les anéantir, le retrait total de la validation extérieure, de l'amour, du statut, devint la source de leur force ultime. Quand tous les piliers du monde connu furent arrachés, ils furent forcés de trouver une fondation en eux-mêmes. Solzhenitsyn appelait ce processus l'ascension. Il écrivit « Ce n'est que lorsque je gisais sur la paille pourrie de la prison que je sentis en moi les premiers frémissements du bien. Béni sois-tu, prison, d'avoir été dans ma vie. Ce n'est pas la gratitude masochiste d'un homme brisé. C'est le rugissement triomphant d'un homme qui a découvert la vérité fondamentale du pouvoir masculin. Ta valeur ne peut pas être donnée. Donc elle ne peut pas être retirée. Elle doit être forgée dans les flammes privées de ta souffrance et martelée sur l'enclume de ta volonté inébranlable. La trahison d'une femme, aussi intime soit-elle, n'était pas un verdict sur son âme, mais un reflet de sa nature, un retrait d'une ressource qu'il n'aurait jamais dû considérer comme acquise. Cette transformation exigeait une transmutation totale de l'espoir. L'espoir est une chose dangereuse. Dans le monde extérieur, l'espoir était placé dans une lettre, dans une femme, dans un système de justice, dans une réunion future. L'espoir extérieur était un fil fragile, et lorsqu'il se rompait, l'homme saignait, émotionnellement, irrémédiablement. Les survivants ont appris à tuer ce genre d'espoir. Ils ont pratiqué une chirurgie psychologique sur eux-mêmes, extirpant le besoin cancéreux de salut extérieur. À sa place, ils ont cultivé un autre type d'espoir. Un espoir glacial, résilient, basé uniquement sur leur propre volonté. Leur espoir n'était pas d'être sauvés, mais de pouvoir endurer la prochaine minute, la prochaine heure, le prochain coup de marteau. Leur monde, autrefois vaste et terrifiant, 10 ans de condamnation, s'est réduit à un défi immédiat, les 5 prochaines minutes. Cette hyper-concentration sur le moment présent, sur la souveraineté absolue de son propre espace intérieur, est une puissance accessible à tout homme, partout. L'homme qui s'effondre face au mépris silencieux de sa femme au dîner saigne d'un fil coupé, celui de la validation extérieure. La mentalité du survivant pose une question simple. Peux-tu contrôler son mépris ? Non. Peux-tu contrôler ta réaction ? Absolument.
Peux-tu contrôler ta prochaine action, ton prochain mot, ton prochain souffle? Sans l'ombre d'un doute, c'est le territoire de l'homme souverain. Son espoir n'est pas que le monde lui soit favorable, mais qu'il soit assez fort pour affronter le monde. Considère l'histoire de Dimitri, historien arrêté pour déviation idéologique. Il reçoit une lettre de sa fiancée, la femme qu'il aimait depuis l'université. Elle lui annonce qu'elle a épousé un officier haut placé du NKVD, le même organe qui l'a arrêté. La trahison est une œuvre de cruauté absolue. Pendant 2 jours, Dimitri est catatonique. Mais au 3e jour, durant la marche harassante vers le site de travail, quelque chose se réaligne en lui. Il se raconte une histoire, un recadrage d'une ampleur colossale, une transmutation de la réalité. Elle ne m'a pas trahi, elle s'est simplement révélée à moi. L'État, en m'arrêtant, ne m'a pas volé ma vie. Il m'a offert un cadeau. Il m'a montré la vérité sur la femme que j'aimais, avant que je ne construise une vie avec elle, avant que nous ayons des enfants. Ils m'ont rendu service. Ce n'était pas du déni. Ce n'était pas du copium. C'était de l'alchimie. Ils transformaient le plomb de la trahison en or de clarté. À partir de ce jour, Dimitri ne vit plus son emprisonnement comme une punition, mais comme une université macabre. Sa matière, la nature humaine. Ses professeurs, les gardes, les informateurs, les hommes trahis autour de lui. Sa fiancée, un chapitre essentiel du programme. Cette capacité à recadrer la catastrophe en enseignement est la marque de l'esprit indestructible. L'homme moderne, trahi, trompé ou divorcé, doit accomplir la même alchimie. La question n'est pas « Pourquoi m'a-t-elle fait ça ?», mais « Que m'apprend cette épreuve sur le monde, et sur moi-même ?» Cette forteresse intérieure ne se construit pas en un jour. Elle se bâtit brique par brique à travers des rituels de discipline inébranlables. Dans un monde conçu pour réduire les hommes à l'état animal, les survivants s'accrochaient à des rituels d'humanité qui n'avaient aucune utilité pratique, sinon celle d'affirmer leur souveraineté. Solzhenitsyn raconte ces hommes qui, après 12 heures de labeur sous moins 40 degrés Celsius, retiraient minutieusement les poux de leur chemise. Pas parce que cela changerait quoi que ce soit. Les poux reviendraient dans quelques heures. Mais parce que c'était un acte d'ordre imposé au chaos. Ils récitaient de la poésie mémorisée, résolvaient des équations complexes dans leur tête, s'enseignaient mutuellement des langues. Ce n'était pas un passe-temps. C'était une déclaration silencieuse. Je suis encore un homme. Et ce monde ne me possédera pas. C'était cela, la résistance. Chaque strophe de Pouchkine récitée sur une couchette gelée était une balle tirée contre l'État. Une déclaration silencieuse. Tu possèdes mon corps, mais mon esprit est à moi. Cette discipline délibérée, apparemment inutile, était le terrain d'entraînement de la souveraineté. L'homme moderne doit trouver son équivalent. L'entraînement quotidien quand tu es épuisé. La lecture d'un livre difficile quand tu pourrais faire défiler ton écran. Le fait de faire ton lit avec précision. Ce sont tes rituels de chasse aux poux. De minuscules déclarations quotidiennes que tu es le maître de toi-même. Ils construisent le muscle du respect de soi, pour que, lorsque le respect extérieur disparaît, ta fondation ne s'effondre pas. Mais la transformation la plus profonde fut celle du but. L'homme qui entrait dans le camp avait un but lié à sa vie d'avant, être un bon mari, un bon pourvoyeur, revenir auprès de sa famille. Ce but fut annihilé par la lettre d'Anna. Le survivant trouva un nouveau but, totalement immunisé contre les forces extérieures. Son but devint la préservation de son intégrité, la protection de son moi intérieur. Pour certains, ce fut une mission de documentation. Ils devinrent des archives vivantes, mémorisant noms, dates, crimes, déterminés à témoigner un jour. Solzhenitsyn lui-même commença à composer et mémoriser l'archipel du Goulag alors qu'il était encore prisonnier, utilisant un système de bâtonnets pour retenir des milliers de lignes. Son but n'était plus de retrouver sa vie passée, c'était de révéler une vérité au monde. Cette mission était si vaste, si importante, qu'elle rendait sa souffrance personnelle insignifiante. Sa faim, son froid, sa trahison, n'étaient que des données dans une grande et terrible narration qu'il était chargé de transmettre. C'est le recadrage ultime. Ta douleur ne parle pas de toi, elle est le carburant de ta mission. Ta mission ne peut pas être une femme, ni une relation, ce sont des choses qu'on peut arracher. Ta mission doit être quelque chose de si fondamentalement tien que son succès ou son échec ne dépend que de toi. Construire une entreprise, maîtriser un art, créer une œuvre, transformer ton corps, protéger et pourvoir à tes enfants. Note, c'est différent d'une relation avec une épouse. Le besoin d'un enfant est inconditionnel. Celui d'une épouse ne l'est pas. Quand ta mission est ancrée dans quelque chose d'immuable, le retrait de l'affection féminine devient une distraction, une irritation mineure, comme une mouche qui bourdonne contre la fenêtre de la cathédrale que tu construis. Elle peut choisir d'en faire partie, ou non. Sa loyauté est un renfort, mais sa trahison n'est pas une défaillance structurelle. Tu es l'architecte, la mission est le plan. Tu es la main-d'œuvre principale. Elle est une sous-traitante, dont les services peuvent être retenus ou libérés selon sa performance et son alignement avec les objectifs du projet. Cela semble froid, ça l'est, c'est le froid de l'Arctique. C'est aussi la seule manière de bâtir quelque chose qui dure. Les hommes qui sortirent des camps étaient souvent méconnaissables. Plus silencieux, leur regard portait une profondeur qui mettait mal à l'aise. Ils avaient vu le pire du monde. Et en le voyant, ils avaient perdu toute peur.
Il comprenait le prix de tout, surtout de l'amour. Il n'était pas incapable d'aimer. Au contraire, beaucoup trouvèrent une capacité plus profonde à se connecter, précisément parce qu'ils n'avaient plus d'illusions. Leur amour n'était plus une chose avide, accrochée, dépendante. C'était un don conscient, délibéré, offert depuis un lieu d'abondance absolue, sans attente de retour. Parce qu'ils n'avaient besoin de rien de l'autre, leur amour devint véritablement libre. En acceptant la vérité la plus sombre, celle de la loyauté conditionnelle, tu te libères pour expérimenter la connexion sans les chaînes du besoin. Tu peux apprécier l'amour d'une femme pour ce qu'il est, un cadeau beau, fugace, conditionnel, sans exiger qu'il soit autre chose. Tu peux chérir la loyauté d'une épouse décembriste, si tu en trouves une. Mais tu ne seras pas détruit par la trahison d'une nana. Ta vie hors des barbelés est un autre type d'épreuve. Les menaces ne sont plus les fusils ni la famine, mais le confort et le désespoir silencieux. La trahison ne vient plus dans une enveloppe officielle. Elle vient dans un message, dans un regard vide, dans une lettre d'avocat. Mais les principes de survie sont identiques. Construis ta forteresse intérieure, transfère ton espoir de sa validation vers ta mission, impose-toi une discipline par des rituels quotidiens, recadre la douleur comme une éducation. Ta valeur n'est pas déterminée par ses yeux. Elle est forgée dans tes actions, chaque jour. Les survivants du goulag ont regardé dans le cœur des ténèbres et ont trouvé une lumière inextinguible. Tu dois faire de même dans l'obscurité confortable du monde moderne. Les barbelés ne sont pas en acier. Ils sont faits d'attentes, de contes de fées, du besoin d'être aimé plus que tu n'aimes ta propre mission. Coupe-les, traverse-les, ta mission t'attend. Et si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir plus de contenu.